parlé ce matin quand on parlait de PKI. Dans cette présentation, nous allons parler d'AfriCert, AfricaCert, pardon. Donc, le titre de la présentation, c'est pour ceux d'entre vous qui avaient participé aux réunions d'Afrique, c'est un expert qui a parlé à plusieurs réunions de sécurité, cybersécurité. Je lui laisse la place. Premièrement, j'ai un très fort accent français, mais je veux parler anglais pour que ceux qui ne parlent pas français me comprennent. Quoique je sois un Français de naissance, je suis de nationalité américaine. J'enseigne dans une université américaine. Je vais utiliser ces lunettes pour vous voir mieux. La raison pour laquelle je veux commencer par cette première diapo, c'est pour vous rappeler, on ne fait pas beaucoup à propos de ceci, mais la cybersécurité est importante pour l'Internet. Et la cybermenace peut être vue comme la menace la plus complexe contre les sociétés modernes. Donc voici une matrice, ce n'est pas un nouveau phénomène. Le nombre de lieux et les ramifications des cybermenaces. Il ne s'agit pas de malware et d'espions, de choses très très visibles. Mais il doit être noté que quand on parle de cybersécurité, la seule chose que le gouvernement américain fait bien, c'est l'espionnage numérique. Mais le gouvernement américain on ne peut pas penser que le gouvernement américain soit le leader en cybersécurité. Tout gouvernement a du mal à être bon en matière de cybersécurité. En fait, voilà tous les aspects, les points, les hôpitaux, les aéroports et tout cela, qui utilisent de plus en plus, même les hôpitaux qui utilisent de plus en plus d'ordinateurs. Vous allez deviner, c'est vrai pour plusieurs choses, mais dans les lieux de réanimation, par exemple dans les hôpitaux, où les gens ont des appareils de surveillance, etc., les TIC sont devenus, se sont généralisés partout et on les utilise là dans les unités de réanimation. Donc, on peut contrôler avec cette technologie plusieurs patients à la fois. Suspicious, and then what she would do, she would just have to call the physician in charge of that, with maybe the other. Et de l'autre côté des États-Unis et partout ailleurs, le même peut immédiatement se connecter partout de l'air, voir quels sont les signes vitaux et donner des instructions. Et il n'y a pas de question il n'est pas question que le traitement améliore le traitement en soins intensifs. Donc, un hacker pourrait profiter de cela. Et la seule précision, c'est le mot de passe. Alors que le mot de sécurité, le mot de passe n'est pas une bonne sécurité, mais qu'un bon pirate pourrait faire une interférence et trépatouiller les données d'état civil et donc le patient mourra. Donc, c'est la raison pour laquelle même les hôpitaux sont comme ça. Les hôpitaux sont également connectés à l'Internet, par l'Internet et à distance. On peut faire trépatouiller les freins et faire toutes ces choses qu'on peut discuter à distance. Et cela va partout, donc c'est absolument tous. Il n'y a pas une seule chose qu'on ne peut pas faire dans la société qui n'est pas potentiellement liée
au ciblage des hackers. Le gouvernement des États-Unis prétend qu'ils maîtrisent le problème, mais la preuve, c'est la rhétorique qui est utilisée actuellement. On parle de la cybermenace comme une menace existante contre leur économie. Et, et le service, c'est une préoccupation majeure. La raison, c'est ce qui est que la responsabilité est importante. Ils ne savent pas comment faire face. Donc, ils mettent en place la protection d'Internet sans garder à l'esprit la cybersécurité. Et on se rend compte à présent que le gouvernement est trompé. Et donc, il y a du hacking partout. Donc, ils sont appuyés sur euh, leur ordinateur. Ils peuvent pas utiliser leur de sécurité, leur clé USB pour transférer leurs données. Donc, ils ont été totalement dépassés par la menace qui existe. Donc, ceux qui vont voir les gouvernements pouvoir quelque chose à suivre et faire des erreurs ici parce que ce n'est pas le cas. Mais par ailleurs, on voit que seuls les imbéciles l'apprennent en tirant des enseignements de leur propre faute, alors que les gens intelligents tirent des enseignements des erreurs des autres. C'était juste un préambule pour dire ce qu'est la menace pour les pays en développement. Nous, les pays en développement, dire oui, ceci, c'est euh, dans les pays développés. Mais les États-Unis n'est pas aussi contrôlé par les ordinateurs que l'on pense. Il est de plus en plus contrôlé par les ordinateurs. Donc, il y a ce qu'on appelle le, le havre informatique qui serait difficile à réaliser, mais par contre, aujourd'hui, demain, ce serait possible. Donc, il y a une force irrésistible qui rend les États-Unis modernes en termes d'infrastructure. Ce qui sera difficile aujourd'hui sera facile demain. Et donc, mais cependant, il y a une exposition plus grande de la menace de sécurité. Les États-Unis n'ont pas le monopole, mais l'Afrique est un continent très nerveux en la matière, mais aucun des pays ici n'a pas encore une situation similaire à ces États-Unis en termes de dépendance vis-à-vis des donateurs pour la question critique pour la distribution électrique. Si on a une coupure, ça n'a pas toute implication qu'aux États-Unis, où on a par exemple Wall Street qui pourrait être touché. Mais l'Afrique, cependant, connaît euh, une évolution perturbante très forte, perturbatrice très forte. La façon dont utilisons s'appuie de plus en plus sur Internet. Et l'Internet, nous avons découvert, pas spécifiquement en Afrique, mais également en Asie. Ça peut être perturbateur à un certain point. C'est sensible en ce sens que les gens s'y fient énormément. C'est pas perturbant au sens de pouvoir politique ou de la culture sociale qui seront affectés par le poids de l'Internet, comme c'est le cas aux États-Unis. C'est le cas dans certains pays. En savant, bon, par exemple la Chine, mais dans de nombreux pays, les pays musulmans en particulier, il y a une technologie, c'est une technologie qui est perturbatrice. Mais comme les Chinois l'ont déjà remarqué, il n'y a pas d'espoir de réussir au plan économique si on freine la pénétration d'Internet et qu'on empêche les gens d'utiliser les sites Internet. Le web en général qui constitue un conduit, un véhicule pour les activités économiques les plus avancées. Ceci crée donc un problème. Et dans ces pays, l'infrastructure peut ne pas être affectée fondamentalement, comme c'est le cas aux États-Unis, mais c'est une question de temps. Il faut vous préparer déjà à y faire quelque chose. Et la vie économique de l'Afrique en est affectée. Les gens ont découvert que plus de 70% des transactions dans les banques sont effectuées en ligne. Au Kenya, par exemple, les, les plateformes que la sécurité ne comprend très bien, comme les plateformes comme les smartphones, il y a ce changement des règles fondamentales de la sécurité cybernétique. Il y a un vague corpus de connaissances qui existe à propos des PC et des atteintes portables. Alors qu'à présent, la plateforme est un peu comme les plateformes de tablettes et de smartphones qui ajoutent une nouvelle dimension au problème qui n'a pas encore été compris. C'est un système de droit exclusif. On n'a pas les fournitures qu'on a. Il y a beaucoup d'outils qu'on peut ne pas utiliser, mais en Afrique, on commence immédiatement avec cela parce que c'est cela très approprié pour les Africains. Donc vous pourriez
avoir un effet total de ce type d'évolution technologique immédiatement. Mais donc on ne peut pas rester en marge de l'évolution du phénomène. C'est vrai que l'Internet a été à l'origine du succès de ces outils. C'est un domaine d'innovation continue. Les fonctionnalités de tout type sont introduites et la fascination se fie donc de plus en plus à l'Internet, de plus en plus se fie à l'Internet. Mais en Afrique, cela peut permettre de donner un coup de pouce à nos développements. L'Internet et les TIC seront, les NTIC seront un facteur important pour franchir les différents stades d'économie de développement. Une chose est importante à dire à propos du fossé numérique, ce qui revêt une forme bizarre. Il y a certains aspects qui disparaissent, mais pour rester au diapason du rythme de changement apporté par Internet, il faut disposer de ressources. Et les Africains, de façon générale, ont moins de ressources. Et donc, ils sont toujours donc un peu en retard par rapport aux évolutions. Comme on l'a vu aujourd'hui, il y a quelques pays en Afrique qui ont les larges bandes. Cependant, on ne peut pas s'espérer que les bandes passantes soient tout à fait disponibles. Quand tu viens en Afrique, on pense à ce que l'Internet va être lent et qu'on ne saurait télécharger aussi rapidement que ce n'est ailleurs. C'est ce qui atteste la carte qu'a montré le Web Atlas. Donc cela montre là où se trouve la fossé, mais je crois que les Africains peuvent travailler sur ce point. Le jour où le gouvernement africain se réunissent et ne se compte pas sur les États-Unis ou d'autres espaces pour continuer à faire œuvre de pionnier à l'Internet, à se considérer que l'Internet est l'infrastructure pour que la plupart de leur trafic doit passer par les États-Unis, par l'Europe et ailleurs, alors les choses vont changer. Alors la carte suggérait qu'une bonne partie du trafic allait vers l'Europe. Donc, on a notre propre trafic ici. On voudrait avoir nos hubs ici. C'est un élément d'évolution qui va apporter une différence. Regardez où nous sommes aujourd'hui. On regarde les statistiques mondiales sur l'Internet. Vous voyez que euh, en Afrique du Nord, on a un grand taux de pénétration Internet avec 60 à 80%. C'est la limite de ce que l'on peut faire, tandis que dans le reste du monde, le total est à peu près un tiers des populations qui sont connectées aux populations. Parce que si c'est 2 milliards de personnes, si on atteint plus loin, donc il faut que l'infrastructure Internet suive. Cela est évident parce que c'est le fait qu'au départ, l'Internet n'est pas conçu à cette fin, mais elle a très bien résisté à beaucoup de phases. Mais le fait demeure que nous sommes passant aux difficultés de croissance. Il faut passer des apps IP4, IPv4 à IP6, ce qui apparaît sur papier comme très facile. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Vous continuez, vous êtes bien placé ici pour savoir qu'il faut ce type d'adaptation. Donc aujourd'hui, on a par exemple le BCOP pour pouvoir trouver des méthodes pour gérer ces transitions. La DSL arrive, on a d'autres techniques également qui est de le BGP par exemple. Indépendamment de cela, si vous enlevez l'Afrique, on a moins de 110%. C'est un taux de pénétration de 37%. Si vous êtes en Afrique, nous avons la moitié, moins que ça. L'Afrique au tout début du processus. C'est pas parce que les gens ne sont pas intéressés. Nous savons que c'est tout à fait le contraire. J'ai été inspiré de voir que partout où je vais en Afrique, les gens sont fascinés par Internet. Il y a des endroits où je suis allé où on met 30% du revenu pour visiter les sites Internet, les cybercafés pour pouvoir se connecter. Mais le goulot d'étranglement vient d'ailleurs. En fait, et le fait subsiste, le fait demeure qu'il y a beaucoup de travail à faire pour que l'Afrique soit au même diapason que le reste du monde. Donc, preuve. Je ne sais pas si les gens sont informés de l'existence du forum de sécurité de représentation des dissidents les États-Unis ont Discover First, les premiers, mais il faut tester un service de sécurité de façon approfondie. Les États-Unis ont pris en force là en 1988, mais avant cela, c'était en 90.
1990, il y avait un verre qui a été libéré par un étudiant qui était à Cornell et cela a bloqué, et ça a bloqué le système de AT&T. Mais donc les gens ont finalement compris que c'était un élément qu'il fallait faire face. Donc, ils se sont rendus qu'on se bouchon très facilement. Les États-Unis se sont dit, le gouvernement s'est dit qu'il faut qu'une agence, une organisation qui peut aider à coordonner les réponses à ce type de diffusion de virus malveillants. Donc, les équipes d'urgence de réponse aux incidents informatiques ont été mises en place. Et donc, en 1989, le processus a commencé. Et en mars 2009, donc, FIRST était un système déjà informationnel sous forme d'urgence hyper importante. Donc, il fallait coordonner les réponses, il fallait trouver un système de coordination. Mais un organe de connaissance, un faisceau de connaissances fallait être élaboré. Les universités devaient contribuer de façon modeste, mais les hackers ont un plus grand jouet, mais c'est une communauté difficile à définir. Mais d'autres acteurs, tels que l'industrie, ont pas rappelé. Mais rappelez-vous qu'à un moment, il y a des attaques et quelque chose doit se passer. Alors, FIRST sont en général la réponse apportée. Et je suis heureux de dire que je respecte beaucoup de gens qui sont ici, qui comprennent cela. Donc, FIRST fonctionne à travers le monde. C'est ce que vous voyez ici sur cette carte. Ce forum est un endroit où FIRST voudrait assurer la coopération, échanger de connaissances. Et donc, il s'adhère à ce forum qu'on appelle FIRST. Mais ce n'est pas si trivial. Il faut se montrer que vous savez ce que vous voulez faire. Vous avez un cachet d'approbation. C'est un peu comme vous entrez dans un club select. Au départ, ce n'est pas si select, mais maintenant, ça l'est. Vous pouvez voir ici, vous avez tous les pays qui en sortent, mais il y a 283 équipes réparties à travers 80 pays. Vous avez à peu près 16 équipes équipes aux États-Unis qui travaillent pour les universités, les services militaires, les services juridiques. Le seul pays dans cette situation, c'est l'Irlande qui n'a pas de FIRST. J'exagère un peu, mais peut-être la Bulgarie. Mais si vous voyez bien, au total, ce qui est intéressant et pertinent, c'est l'Afrique ici. L'Afrique n'a que 4 pays ayant des équipes FIRST. Pour quelques-uns de ces pays, il n'y a qu'une seule équipe FIRST, non seulement une équipe FIRST au Maroc ou en Tunisie, en Égypte. Et il y a également l'Afrique du Sud qui compte 3 équipes FIRST. Parce que comme il y a 6 FIRST au total sur 283, nous avons donc ainsi une mesure approximative de la cybersécurité en Afrique. Donc, à l'évidence, les Africains doivent faire mieux. Ce que cette carte montre, c'est que la Tunisie a été pionnière. En fait, la Tunisie a aidé l'Afrique du Sud à mettre en place son système. Elle a aidé donc. Les deux autres sociétés sont les banques. Au départ, c'est le gouvernement sud-africain. Les exceptions produisent des informaticiens de façon naturelle. Le Maroc également en compétition avec la Tunisie. Le problème avec le Maroc, c'est que ça m'est un peu trop proche de la Méditerranée. Donc, les FIRST sont pertinents pour la population civile. La question que je voulais aborder, c'est que le sujet de cette intervention, c'est que d'ici quelques temps, l'Afrique, tous les pays africains seront couverts en leur propre capacité d'équipe cybernétique. Et ce n'est pas tout à fait banal. Je dois dire que FIRST est tout à fait intéressant à faire avec l'Afrique. En premier, on a ce type de relation en particulier avec différentes organisations. Vous pourrez remarquer que l'Afrique a une liaison avec FIRST et cette liaison est de facto l'élément le plus important dans ce qu'on appelle Africa Search. On a
On a certes à noter l'existence d'Afrique. Et il y a toutes les raisons de cela. Pour l'Afrique, il faut faire mieux. Le reste du monde veut que vous fassiez mieux et de meilleures performances. On a besoin de vous. Et quelles sont les raisons pour cela? Que voulez-vous protéger votre économie ou pas? Sans FIRST, sans capacité de cybersécurité, il est évident que les pays africains ne pourront pas tirer pleinement parti de ce que peut offrir l'éthique. Parce que les gens tirent des fonds, des produits qui sont fabriqués. Mais pour le reste du monde, la cybersécurité n'a pas de frontières. Les criminels peuvent être partout. Donc, si vous êtes aux frontières, il faut en fait être aisément partout. Vous avez entendu de 414, qui est une cybercriminalité basée au Nigeria, qui a été copiée. Le Niger a été un pionnier en matière de cybercriminalité. Nous savons qu'en Afrique, il y a les mesures expertes en cybersécurité, sont les cybercriminels. Ils sont fort répandus, en fait, et ils font un très beau travail. Mais, et plutôt, les cybercriminels peuvent utiliser l'Afrique pour se cacher s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'application de la loi en l'encontre de ces choses. Le reste du monde va montrer de la préoccupation. C'est la raison que lorsque vous entendez les responsables des différents gouvernements euh, disent que les Africains doivent se mettre ensemble et élaborer des législations pour contrer la cybercriminalité. C'est une expression de leur préoccupation, c'est une préoccupation légitime. La cybercriminalité n'est pas toute la raison de la cybersécurité. Et il y a également le cyberterrorisme, il y a également le sabotage, la cyberguerre et tout ça. Donc, tout ça constitue des sujets spécifiques et différents. Mais nous sommes en partie concernés en ce qui concerne l'Afrique. Mais tous les pays ont utilisé des systèmes piratés, des logiciels piratés. La vulnérabilité existe pour tout secteur. Il y a une règle de vulnérabilité de bug. Le problème lorsque beaucoup de gens, les systèmes sont exploitables et l'on voit que cela ajoute la possibilité de programmes qui ne sont pas assez sécurisés. Donc, il y a des raisons d'utiliser les produits piratés parce que ça coûte moins cher. Les attaques peuvent venir de l'utilisation de nombreux proxys. Donc, vous attaquez à partir d'un point près de Cincinnati pour venir en Columbus ou vous passez par la Corée du Sud et vous arrivez à Kigali, au Rwanda. Et lorsque vous faites un retraçage, on peut voir d'où vient l'attaque. On a un point de contact, ils vous disent l'analyse de trafic et on peut se rendre compte par cascade d'où vient l'origine. Donc, il faut des ressources d'avoir plusieurs gigas par seconde. On peut avoir une capacité de gestion de données pour pouvoir fournir ces données. Seulement, en Afrique, il n'y a aucun pays qui appartient donc au système de sécurité 24/7, 24/24. Donc, c'est une poche d'affection, mais il y a toutes les raisons du monde pour que l'Afrique s'adhère à la cybersécurité. Et l'excuse, c'est que vous perdez des entreprises également. Il y a beaucoup d'entreprises aux États-Unis qui regardent la carte et qui espèrent gagner de l'argent partout au monde, y compris l'Afrique. Mais il y a eu des pertes parce que ne fonctionne pas au même niveau de cybersécurité que ces pays, que ces entreprises, et elles perdent beaucoup d'argent de cette façon. Donc, elles ne viennent pas, elles vont ailleurs. Donc, c'est dans l'intérêt supérieur de l'Afrique, donc d'adopter la cybersécurité. Comment l'Afrique pourrait faire quelque chose? On en a parlé depuis quelque temps. Le président a indiqué que quelques-unes de ces conférences ici essaient d'indiquer la nécessité pour l'Afrique d'adopter les mesures de cybersécurité. Ce n'est pas comme si les gens disaient non, c'est pas vrai, tout le monde est d'accord, mais les gouvernements n'apprécient pas nécessairement l'importance de cette question parce que ceci se fait seulement lorsque les gouvernements sont impliqués, sinon c'est une perte pure et simple de temps. Il ne s'agit pas d'un modèle d'affaires à recette. Nous avons, si vous avez de l'argent, l'argent devrait venir du gouvernement. Et il est bien entendu que c'est une science qu'on ne peut pas faire un investissement à perte. Il y a une idée qui évolue et qui nous fait du plaidoyer en faveur
de cela. C'est Africa Assert. Dans beaucoup de pays, on ne sait pas comment démarrer, on essaie de former l'agence, ce n'est pas suffisant. Les gouvernements ne sont pas exactement sûrs où ces agences devraient se trouver sur le créer certes. Est-ce que le gouvernement fonctionne différemment? Donc, on se voit qu'il y a un problème. Par ailleurs, que se passe-t-il? Quelle mission on accorde à cette équipe Africa Assert? Est-ce qu'il y aurait des rapports ou des rapports qui sont totalement inutiles? Ou est-il possible de leur confier une mission, de donner des ressources qui vont soutenir cette mission? Donc, c'est une qui se pose la question de compétences et la cybersécurité est un sujet dynamique. Comment, c'est un diapason, en d'autres termes, comment ils acquièrent des capacités, des compétences en matière de cybersécurité. Dans certains pays en Afrique, certains pays en Afrique sont plus avancés que d'autres. J'ai dit que la Tunisie était le pays pionnier, ensuite en Afrique du Sud, on a le Maroc, on a l'Égypte et le Kenya, où beaucoup se fait. Le Nigeria, c'est un pays particulièrement intéressant. Il y a beaucoup de choses que l'on a tentées et il y a beaucoup de choses qui font niveau technique. Rien de ces espèces de se pas matérialiser tout. Qui est nigérien ici, les gens savent que c'est un pays très fascinant où on voit des choses se produire. Il se fait cependant que l'Afrique, Africa Cert, pourrait être une façon de chercher la recette pour coordonner les actions entre les populations. Comment Africa Cert pourrait fonctionner? Africa Cert pourrait baser un peu sur une répétition de ce qu'est APSAT. APSAT qui est la système de sécurité pour l'Afrique Pacifique. Et je devrais dire que a été inspiré par un CERT, c'est le CERT australien qui était le super pionnier. Et CERT à lui seul a fait une différence énorme en Asie et dans l'ensemble du monde. Quelques-uns étaient très efficaces, ont géré pour motiver l'ensemble du système et la plupart des CERT en Asie ont bénéficié de l'appui de cet appui, de la première CERT qui organisait ce type de réunion comme celle que nous avons. Il y avait une organisation où il y a différents membres qui, en fonction de votre niveau de connaissance, aussi vont être ouverts. Nos assurés, c'est de créer des conditions pour la qualité. Vous êtes dans l'ensemble de l'Asie parce que la Chine, qui a son assert, fait partie du EPCERT. Donc, il y a eu quelques opportunités pour communiquer avec la Chine. Donc, l'APCERT est un bon modèle, mais on pourrait améliorer cela. Dans tous les cas, APCERT a évolué parce que OCERT ne fait plus partie du système national d'Australie, mais AfricaCERT pourrait prendre le relais. AfricaCERT peut s'appuyer sur ce modèle. Il y a des CERT en Afrique qui peuvent apporter la différence. Et les autres pourraient revenir à APCERT pour la tâche. On pourrait se tourner vers APCERT pour rechercher un soutien, une aide. Et tout le l'Australie également, de sorte qu'on a une collaboration entre les différents CERT de l'Afrique, les différents FIRST de l'Afrique, et passer donc au niveau continental où il y a en assurant la cybersécurité. On pourrait s'aider les uns les autres et faire face aux urgences qui ne sont pas tout à fait différentes. Donc, il y a là un gain d'efficacité, d'efficience. Donc, ces structures de First African pourraient s'organiser autour d'un outil et c'est Africa First, Africa Cert serait non seulement un point de coordination pour l'ensemble de l'Afrique, mais également un point de contact pour le reste du monde. Si vous regardez l'Afrique de la perspective de First ou de la perspective de Google, de Microsoft ou d'autres systèmes dans le contexte de la cybersécurité, ça se fait quelquefois, eh bien, elles aimeraient non seulement aller à chaque pays individuellement sans savoir exactement à quoi s'attendre, mais si on a un pays où on a Africa Cert vers qu'on peut se tourner, eh bien, ce serait utile. On sait que les gens en Afrique pourraient vous aider à aller là où vous voulez et vous aider à obtenir votre l'appui dont vous avez besoin. Donc, il y a un rôle immédiat à jouer. Africa pourrait être l'espace où on trouvera l'expertise, mais parce que l'on sait où cette expertise ailleurs dans l'Afrique ou ailleurs dans le monde. Ceci sera un grand facilitateur pour bâtir ce type d'assistance. Et ce Africa 7 pourrait être un coordinateur également en Afrique. Et donc, vous avez là ma dernière diapositive, fort heureusement pour vous. Ou que pour nous faire, Afrinic est un registre international régional.
mais il n'est pas égal à d'autres. C'est le seul qui est numéro un pour la cybersécurité. Et même M. Apnic n'a pas fait le travail que l'Afrique n'a fait. Mais l'Afrique a peu. Donc, depuis que je chante avec les gens d'Afrique, je leur dis, si vous prenez sérieusement la gestion de l'Internet dans ces pays, dans ce continent, pardon, vous pouvez devoir être préoccupé par la possibilité que le CERT existe en Afrique. Vous avez une opportunité. Ceci signifie qu'il peut y avoir un développement sous le chapeau d'Afrique. On peut avoir une meilleure idée tant que c'est une salaire. On pourrait également définir l'attente d'Africa CERT. Est-ce qu'il faut leur donner un mandat? L'Africa CERT n'a pas de personnel permanent. Il doit y avoir du personnel, en d'autres termes. Et il faut prendre ça très au sérieux. Je vous remercie. That? Yes. Okay. So, if anybody... Si vous avez des questions, il n'y a pas de questions. OK, pas de questions. OK, quelqu'un derrière. Lui aussi pour remettre le système. OK, pas de questions. OK, un volontaire. Vous pouvez poser la question en français. C'est M. Genzo, Yannick, Sion System. Rapidement, c'est vrai que certainement je peux avoir l'information sur le net, mais j'ai bien voulu que me donner la différence entre le set et puis le first. La différence entre le set C-I-R-T et puis first. First. Oh, first. Oh, okay. First is a club for, so you can call yourself. You can create a cert easily. Le CERT, c'est un club. Les gens... First est un club pour le CERT. Donc, le First, c'est un forum. Plusieurs CERT existaient et les gens ont vu qu'ils pouvaient s'entraider parce que la cybersécurité, c'est large. Donc, le premier CERT, NASA, par exemple, a établi le CERT et les universités aussi. Ce sont ceux-là qui ont initié le forum. Et c'est là qu'en quelque sorte, ils ont mis en place des sortes de clubs. Et chaque année, les membres des forums, des FIRST, qui font initialement partie des CERT, ont commencé à se réunir. Donc, la plupart des CERT dans les FIRST ne sont pas des CERT nationaux. Donc, c'est quelque chose qui se passe actuellement, c'est qu'avant, les CERT étaient initiés au sein des institutions ou de grandes sociétés comme General Motors ou bien Ford qui avaient des problèmes de cybersécurité. Et pour certaines personnes, c'était même quelque chose de lucratif parce que ça engageait des coûts. Et vous savez les problèmes que les États-Unis ont eu avec la Chine, par exemple, avec les pillages qui ont littéralement eu lieu sur la base de données. Comment améliorer la sécurité la cybersécurité de ces entreprises? Donc, les gens ont développé leur propre CERT. Et ces CERT font partie des forats. Et une autre remarque, il y a différents CERT dans différentes situations pour protéger les données ou les données confidentielles d'une société. Par exemple, protéger les données gouvernementales ou les données militaires, par exemple.
considérant que les armées utilisent les ordinateurs. Vous savez que, par exemple, l'armée américaine ne fait rien sans ordinateurs. Mais il y a beaucoup de choses que les gens ne font pas quand même. En Afghanistan, par exemple, il y a des choses. Donc, ces choses ne sont pas traitées au niveau des first parce que les militaires ne peuvent pas discuter dans le cadre de ces forats, de ces questions sensibles. Donc, c'est intéressant de se demander qui est accepté là. Donc, pour arriver là, il faut montrer ce qu'on sait faire. Il y a des sponsors. Donc, il y a des gens qui observent minutieusement vos performances. Les attaques sont spécifiques à différentes situations, donc elles n'attaquent pas de la même façon tous les secteurs. Par exemple, si vous êtes dans une banque, un malware peut vous affecter d'une certaine façon qui serait différente de la façon dont cela attaquerait le gouvernement, parce que la banque est le lieu où se trouve l'argent, par exemple. Et le gouvernement américain se plaint, par exemple, pourquoi la Chine télécharge des données alors que les États-Unis sont les champions de cela. Les Chinois n'essaient même pas de cacher ce qu'ils font. Mais vous pouvez être sûr que la NSA a infiltrer tous les ordinateurs, par exemple, en Chine. Nous sommes beaucoup plus intéressés par les Chinois que les Chinois ne le sont par nous. Comme vous pouvez le voir, on peut débattre en longueur sur ces choses. D'autres questions? Je vais essayer d'être plus concis dans la prochaine réponse. OK, je vais poser une question. Combien d'entre vous sont prêts à influencer Afrinic pour que Afrinic soutienne activement Africa Cert? Aucun d'entre vous? J'ai pas fait un bon travail alors? Vous? OK, très bien. OK, c'est pas la quantité, c'est la qualité ici. OK, alors j'ai fait un bon travail. Donc ça ferait une grande différence. Merci beaucoup pour votre attention. Thank you very much, Benoît. Merci beaucoup, Benoît, pour ceci. Et comme il a été mentionné hier, je pense, pendant la présentation sur certaines des activités que fait Africa Cert, vous pouvez rencontrer les gens, vous pouvez rencontrer Benoît, Jean-Robert, pour en savoir davantage sur les activités qui ont cours avec Africa Cert. À présent, pour la dernière présentation de la journée, nous allons inviter un intervenant du Tchad pour une mise à jour de ce qui se passe dans le secteur des TIC. Hello, everybody. Bonjour tout le monde, je suis Zaki du Tchad. J'ai plusieurs casquettes, mais ce que je préfère, c'est enseignant-chercheur. Je vais présenter en français. C'est seulement ma première diapo qui est en anglais, donc veuillez écouter. Nous avons eu quelques présentations et nous avons vraiment vu dans certaines zones où dans le Tchad, il n'y a que du blanc. Donc c'est l'occasion de vous montrer qu'est-ce qui se passe exactement dans ce pays.
on fait pour faire? Ah, voilà. Bon. Le Tchad est un pays enclavé d'Afrique. Le Tchad est un pays enclavé d'Afrique. C'est parmi les grands pays en termes de surface avec une faible population. Par sa position, le Tchad est aussi un carrefour des cultures africaines et c'est aussi le berceau de l'humanité. En 2001, il y a eu la découverte du plus vieux crâne d'hominidé au monde qui fait de ce pays le berceau de l'humanité, donc la terre de tout le monde. Le Tchad est un pays à faible pénétration d'éthique, mais aussi c'est l'un des rares pays émergents pour la vision 2025. Vous allez peut-être voir en cela un paradoxe d'un pays très en retard qui a la vision d'être un hub d'éthique en Afrique. Bon, dans le secteur télécom, la loi qui régit le Tchad est une loi de 98. Le régulateur également a été instauré par cette loi en 98, c'est l'Office de régulation. L'opérateur historique, c'est la Sotel. La Sotel est également membre d'Afrinic. Elle offre donc les services fixes, Internet et mobile au Tchad. Nous avons 3 opérateurs mobiles et 5 FAI, fournisseurs Internet dont 3 sont actifs. Le secteur de la téléphonie est un secteur pas très évolué au Tchad. En ce qui concerne le fixe, le monopole est détenu par la Sotel. Le fixe est à usage majoritairement administratif au Tchad. La plupart des clients sont des administrations. Nous avons des absences de téléboutiques communautaires et la télédensité est très faible. En ce qui concerne le mobile, il y a environ 20% de la population qui utilise la téléphonie mobile. Le marché est un marché du prépayé. Le postpaid est très faible au Tchad. La téléphonie mobile est un domaine qui est loin d'être saturé dans ce pays. La courbe ici montre le nombre d'utilisateurs par opérateur. Donc, les opérateurs mobiles sont à environ 2 millions d'utilisateurs. La Sotel, avec sa branche mobile et la branche fixe, est à peu près à 100 000 utilisateurs. Le déploiement des réseaux est en train d'évoluer au Tchad. Donc actuellement, nous sommes à environ 974 BTS. Le partage des infrastructures au Tchad est très peu développé. Seuls 10 pylônes sont partagés. Et la croissance du réseau est due essentiellement aux opérateurs mobiles qui étendent leur réseau sur tous les territoires. La carte ici montre un petit peu la proportion des BTS sur tout le territoire. Et là, on remarque que dans la région du Nord, le taux de la population qui est faible fait en sorte que il y a peu de BTS dans ce secteur. Le taux Internet est très faible également au Tchad. Nous sommes à 1,9%. Le coût est très élevé. L'Internet sur fixe est quasi inexistant. Les accès internationaux se font via VSAT et il n'existe pas de point d'échange Internet. Par contre, la mise en place est prévue avant fin 2015. Récemment, au mois d'octobre, nous sommes partis en atelier pour l'installation du point d'échange et l'UIT
et la Banque mondiale, à travers le projet Central African Backbone, sont chargés de mettre en place le point d'échange avant 2011. Et le régulateur est en train d'accompagner cela. La courbe montre le taux, l'évolution des utilisateurs mobiles et le taux des utilisateurs Internet plutôt. Et là, on remarque que le nombre d'utilisateurs a augmenté grâce à l'offre Edge des opérateurs mobiles. Donc nous sommes à peu près à 1,5 million d'internautes au Tchad. La fibre optique a été déployée en 2012 par le gouvernement via le régulateur. C'est une alternative donc au débit pour les FAI et opérateurs. Environ 830 km de fibre optique a été déployée par le sud du Tchad via le Cameroun. Et l'organe chargé de la gestion de la fibre, c'est la SOTEL. Et actuellement, la sortie vers le Soudan est également prévue et le processus a déjà commencé. Donc pour 2014, il y aura la sortie vers le Soudan en fibre. Le domaine .td. Donc là, on a exactement le domaine tchadien. Donc il est géré par la SOTEL. La SOTEL a un /24 de Afrinic et un numéro autonome des systèmes. Actuellement, il y a à peu près 170 domaines tchadiens enregistrés et les équipements sont composés d'un serveur d'enregistrement des domaines, d'un serveur pour la base de données Whois, des DNS au niveau de Afnic et Afrinic pour la réplique, un système de sauvegarde et également une plateforme de secours installée au niveau du régulateur. Et pour la sécurité, voilà un firewall et un serveur d'administration. Bon, là, j'aimerais introduire quelques organisations partenaires du développement et des TIC au Tchad. Donc, l'Institut universitaire des sciences et technologies, des sciences et techniques d'Abéché, créé en 1997. Cette école est en fait l'image d'une école d'ingénieurs par excellence au Tchad. Et elle a ouvert la voie dans plusieurs domaines. Aussi le cabinet télécom HTCE, qui a l'image d'un pionnier des nouvelles technologies au Tchad. C'est un bureau d'enregistrement et un installateur agréé télécom. Et il y a aussi une association, l'Association pour le développement de l'informatique libre, qui s'est faite pour objectif de banaliser l'utilisation des TIC au Tchad par la promotion des logiciels libres. Ces trois institutions sont partenaires entre elles. Donc l'USTA. En 2008, le gouvernement a choisi l'USTA pour héberger et coordonner une formation en multimédia qui a pour objectif de renforcer les compétences de l'office de télé et également de faciliter la migration vers le tout numérique. Donc actuellement, 180 techniciens formés au tout numérique travaillent à l'office de télé. 2 projets en découlent de cette formation. C'est le projet d'installer une chaîne éducative au tout numérique en 2014. Les fréquences sont déjà allouées. Le studio est également mis en place. Nous sommes seulement en attente de l'installation de l'antenne par le ministère de la Communication. Également, de ce projet en découle un projet de faire une école nationale en multimédia et journaliste en 2014.
L'USTA a également, à partir de 2010, dédié totalement des départements aux filières technologiques, dont l'informatique industrielle et le génie électrique. En 2012, elle a pu instaurer un master recherche en sciences de l'ingénieur avec des universités partenaires telles que les universités du Sénégal et l'INSA de Lyon. Ce master est devenu, en fait, est la première pièce de l'école doctorale tchadienne. Actuellement, depuis le 25 novembre, nous sommes en atelier pour pouvoir instaurer cette école doctorale. Donc, les thèses vont se faire par alternance avec les universités du Sénégal. Voilà, il y a la nécessité d'avoir un espace numérique de travail pour la gestion de l'école doctorale et également une bibliothèque numérique pour favoriser la recherche. Également, les universités se sont regroupées en consortium autour de ce projet et il y a eu la nécessité également d'instaurer un NREN, de mettre les universités en boucle locale sur la fibre optique. La plupart des universités de la région sont sur le passage de la fibre et un atelier également aura lieu en début 2014. Nous sommes en communication avec Boubacar Bari du WACREN pour pouvoir avoir la disponibilité de quelques participants du WACREN dans cet atelier. HTCE, en 2012, a organisé une journée sur les logiciels libres. Cette journée a vu la participation d'environ 2000 personnes et c'est cette journée qui a débouché sur la création de l'association ADIL. Également, HTCE, avec ses partenaires, a pu accueillir en juin 2012 un atelier sur le IPv6. Donc, la plupart des départements informatiques des acteurs ont été invités à cet atelier et donc le processus d'alerte IPv6 a été lancé. Un deuxième atelier a été organisé en septembre dernier également avec Afrinic et l'objectif de cet atelier est de constituer un pôle de formateurs autour de l'IPv6. Au mois d'octobre, le cabinet est devenu membre d'Afrinic et dispose aujourd'hui de ses ressources Internet. Et hier, nous avons pu avoir les ressources IPv6. Également, l'atelier est lié par une convention avec le régulateur et il a participé à quelques études, dont la validation de la mise en place d'un système de contrôle de flux des opérateurs et aussi une étude sur la téléphonie 3G au Tchad. Actuellement, avec ses partenaires, HTCE est en projet de pouvoir mettre un data center pour favoriser l'indépendance numérique et également vulgariser le point TD avec la SOTEL en partenaire. Le CNAR également le CNAR, c'est le Centre national d'appui à la recherche. C'est un partenaire qui offre également le local sécurisé pour instaurer ce data center et le régulateur accompagne avec la connectivité en fibre optique. L'Association pour le développement de l'informatique libre a respecté la tradition et a organisé une journée autour des logiciels libres en mars dernier. Environ 2000 participants, dont des autorités, des enseignants, des étudiants. Et je tiens à vous dire que à peu près plus de 1000 CD Ubuntu ont été distribués lors de cette journée. Et aujourd'hui, l'association accompagne l'enseignement supérieur dans l'installation du système Ubuntu dans toutes les machines qu'utilise l'enseignement supérieur. L'association a participé également au deuxième atelier IPv6 organisé par Afrinic et aujourd'hui elle agit comme un ambassadeur de cette nouvelle technologie au Tchad.
Elle anime également des journées scientifiques sur l'éthique régulièrement au Centre national d'appui à la recherche pour informer et sensibiliser autour d'éthique. L'association soutient aujourd'hui le projet Espace OSM francophone initié par l'OIF dans quelques pays francophones d'Afrique. Bon, là, je tiens à rappeler que OSM est un logiciel de cartographie libre qui a été introduit au Tchad par un projet Eurochat. L'association a pu s'approprier les techniques de ces logiciels et a pu sensibiliser une forte communauté tchadienne autour de l'idée de construire des cartes collaboratives, et aujourd'hui elle accompagne pleinement le projet de l'OIF. Comme projet à venir, l'association va accueillir bientôt une formation sur le développement des applications web organisée par l'OIF en décembre. Elle compte également respecter la tradition et faire la journée du logiciel libre. Et l'objectif est de faire de cette journée une grande journée de formation également avec la participation de Afrinic et AFNOC autour de quelques technologies. L'association est également un projet qui s'appelle Dabanga, c'est le grenier en langue tchadienne, de mettre en place un réseau hotspot dans quelques places cibles de la capitale pour pouvoir permettre le partage de ressources à quelques membres de la communauté. Bon, en ce qui concerne les projets déterminants à venir au Tchad, actuellement nous sommes en réforme de la loi Télécom de 98 et la réforme est déjà presque faite. Nous attendons seulement l'adoption au niveau du Parlement. Donc tous les acteurs ont pu participer à la réforme de cette loi, dont ADIL, HTC, LUSTA, ainsi de suite. Le Tchad va organiser au mois d'avril un salon des technologies pour pouvoir partager des expériences avec certains pays du monde, également de l'Afrique, et pouvoir être accompagné dans ses visions futures. Le comité est déjà en place. Nous communiquons avec Afrinic et l'OIF pour pouvoir fixer des dates et ainsi de suite au niveau de l'agenda international. Bientôt, le Tchad également compte basculer à la 3G en début 2014 et l'appel d'offres de licence sera lancé bientôt. Nous préparons également la migration au tout numérique pour 2015 et un comité national est déjà mis en place. Et également, il y a la vision du Centre africain des technologies, de l'information et de la communication CATI, prévu pour 2015, et les travaux ont déjà commencé. Et l'idée est de faire un centre africain ouvert à tous les pays d'Afrique, à tout le monde, autour d'éthique. Donc les travaux ont commencé du chantier depuis un mois. Et là, je vous invite à regarder la vidéo qui montre le CATI et la vision du Tchad d'instaurer un centre international des affaires d'ici 2015. Parce qu'en 2015, nous accueillons également le sommet des chefs d'État africains et nous avons 18 mois pour y arriver à réaliser ce chantier.
Centre international des affaires de N'Djamena, au cœur de l'Afrique, va être un important point de rencontre de tous les Africains. De par sa volonté de faire pleinement jouer à sa capitale son rôle naturel de grand hub de l'Afrique, le président Idriss Déby Itno a décidé de réaliser sur 20 hectares et 1 km au cœur de la ville de N'Djamena, le Centre international des affaires. Lieu privilégié de rencontres et d'échanges, ce centre se veut être le véritable hub économique de l'Afrique centrale et une fenêtre sur le développement. Le centre commercial. D'une superficie de 9000 m², le centre commercial s'étend sur 4 niveaux éclairés de 2 grandes verrières qui laissent passer une lumière zénithale. Le rez-de-chaussée dispose d'un grand cinéma de 450 places, de restaurants, d'une pâtisserie et d'une épicerie. Une allée centrale offre aux visiteurs une agréable promenade ponctuée de verdure et de fontaines. Des immeubles à usage de bureaux. Depuis le début de ce qu'il convient d'appeler la période de Renaissance, beaucoup d'institutions et sociétés internationales manifestent le désir de s'installer à N'Djamena et souvent sollicitent des terrains auprès des autorités pour y édifier leur siège. Nous avons proposé l'édification de 8 immeubles de 6 niveaux avec des plateaux d'environ 800 m², soit au total des complexes sur 5000 m². Au beau milieu du Centre international des affaires, le palais des congrès d'une capacité d'environ 2000 places permettra à la ville de N'Djamena d'accueillir des congrès, des conventions et rencontres telles que les sommets de l'ONUA ou les assemblées générales de la BAD et autres. Disposant des dernières technologies en matière de salles de convention, ce palais de dialogue est bâti sur plus de 20 000 m². Le CATI, Centre africain des technologies de l'information. Immeuble futuriste s'il en est, le CATI, sous forme d'une flamme qui fait jaillir l'espoir de tout un peuple, représente le Tchad nouveau. Ce centre, d'une surface totale de 19 500 m², part d'une base conique au-dessus de laquelle s'articulent 2 pyramides proposant des bureaux paysagers. Ouvert à toute l'Afrique, le CATI se veut également et surtout être un lieu privilégié où les entreprises spécialisées dans les technologies de l'information trouveront une vitrine et pourront être connectées au reste de l'Afrique et à ce village planétaire qu'est devenu le monde d'aujourd'hui. Avec sa mise en place d'infrastructures fibre optique, de réseaux télécoms, d'Internet et de distribution d'électricité intelligent, le processus de traitement de l'information sera grandement amélioré. En effet, ce centre hébergera une radio-télévision africaine numérique à haute définition destinée à devenir la CNN de l'Afrique de demain, faisant de N'Djamena ce que Doha est dans le monde d'aujourd'hui avec Al Jazeera. Le parc des expositions. Avec 30 000 m² d'espace d'exposition intérieur et extérieur, le parc d'exposition vient compléter le palais des congrès et faire de N'Djamena une ville expo par excellence. Le Grand Hôtel. Au nord de Sheraton ou Radisson Blu, le Grand Hôtel avec 240 chambres de luxe, 22 suites ministérielles, 2 suites présidentielles, une suite royale, sera érigé dans l'emplacement du Centre international des affaires pour accueillir tous ces illustres visiteurs attendus à N'Djamena. Ce grand hôtel possède en son sein l'une des plus grandes piscines d'Afrique qui permettra à nos hôtes et visiteurs d'en profiter pleinement. Bienvenue au Centre international des affaires. Voilà, donc tout est en plein centre de N'Djamena pour pouvoir accueillir ce projet. Et voilà donc ce qui se passe actuellement au Tchad. Je vous remercie.
Thank you, Zaki, for this very interesting presentation. Merci Zaki pour cette interaction intéressante. Je ne savais pas que tout ceci s'est passé au Tchad. Je vous souhaite la meilleure des chances. Si quelqu'un a des questions pour cette présentation, venez au microphone. Oh. Fascinating. Ah, fascinant, pardon, je suis allé en français parce que je parlais français. Fascinant, bah alors, alors je voudrais bien que ça se passe. Ma question est la différence entre ce que vous avez décrit avant, qui était quand même une pénétration 1,9% de trucs, une connexion par Internet qui va par la satellite, et puis des institutions qui sont plus, ça m'a aussi un petit peu troublé, plus intéressées à créer une culture de TIC dans le pays que de promouvoir massivement et agressivement une infrastructure. Puis, mon expérience avec l'Afrique, ça a été que si les gens ont accès à l'Internet, ils l'utilisent. C'est pas comme si on avait besoin de leur donner et que l'économie naturellement l'exploitera. Ben, vous, votre vision, on avait dit qu'on devait créer une élite. Ben, c'est pas mal aussi, il y en a l'éducation avancée. Ça pourrait se discuter, parce que c'est pas sûr qu'au point de vue coût-efficacité, c'est aussi bon que de faire les choses partir. Alors, la vision de Cathy, c'est carrément spectaculaire. Là, bon, pour être fort et sincère comme tout le monde, dans cette salle, je crois, j'espère que ça va se passer. Mais alors là, vous avez besoin d'une infrastructure. Il mentionne à la fin des fibres optiques, etc. Mais vous avez des fibres optiques qui vont à la mer, rejoignent des câbles sous-marins. Quand je voyais le Tchad, si vous allez par la Libye, vous vous retrouvez dans le machin qui font le Simiwi, là, les trucs qui vont pas si bon, c'est pas nécessairement une connexion si facile. L'alternative est pire parce que vous êtes vraiment loin de la mer d'ailleurs. Vous avez besoin de ça, parce que si vous avez besoin d'une infrastructure absolument monumentale, j'ose espérer que vous avez le World Bank qui est disposé à mettre des milliards de dollars pour vous aider à faire ça, sinon ça ne va pas se passer. Mais ceci dit, c'est une très très belle vision. Mais le nombre la dimension des chambres, le nombre de places dans le truc, c'est pour moi une préoccupation mineure comparée au fait qu'il y ait vraiment une infrastructure fondamentale de créer. Comment vous réagissez à ça? Pour vous dire, donc, le projet était une volonté politique de très haut niveau, donc, et que nous sommes censés accompagner. Et puis, deuxièmement, le Tchad possède également peu d'infrastructures pour pouvoir accueillir certains événements. Et en 2015, nous accueillons également le sommet des chefs d'État africains. Et le pays dispose de très peu d'hôtels pour pouvoir accueillir un très grand nombre d'invités, d'où l'accélération également de ce projet d'avoir des grands hôtels dans le centre international. Maintenant, en ce qui concerne la fibre, je vais peut-être parler sous le contrôle du directeur technique de la SOTEL, qui a beaucoup plus d'informations que moi dans ce domaine. Mais voilà, nous sommes connectés actuellement à la fibre via le Cameroun et nous prévoyons une sortie vers le Soudan et vers le Niger qu'on n'a pas encore commencé. Donc ce serait peut-être un moyen de pouvoir renforcer les accès Internet, tout ça dans le pays. Maintenant, en ce qui concerne le secteur de la pénétration des TIC en Afrique, les institutions et en partenariat avec le ministère de la Communication, je ne l'ai pas mentionné, et également le ministère des TIC, sont en train d'essayer d'élaborer des programmes de stratégie pour pouvoir sensibiliser la population, faciliter l'accès à l'Internet, parce que là déjà j'ai mentionné que l'Internet coûte très cher au Tchad, et je peux le dire, donc le 1 mégabit en up et down coûte dans les 900 000 francs CFA, donc disons à peu près 1 000 euros pour avoir... donc il y a des politiques qui sont en train d'être revues pour pouvoir faciliter l'accès à la population au TIC et pouvoir émerger dans le sens. Voilà ce que je pourrais dire.
Merci. Pour moi, c'est une contribution en parallèle de ce qui se passe pour la vision. Ah, il m'a déjà présenté. Bon, moi, c'est M. Sharfadine. Je suis de la Sotel Tchad. La Sotel Tchad, c'est l'opérateur historique au Tchad. Donc, je pense qu'en marge de la présentation qu'il a faite, moi, je pense qu'en marge de la vision, beaucoup de choses ont été déjà réalisées au niveau de N'Djamena. La fibre, elle est là. La fibre, on a une sortie sur l'Atlantique via le Cameroun. Mais aussitôt déployé, on s'est retrouvé en situation de monopole avec le Cameroun, notamment avec Camtel. Donc, on était obligé d'initier un autre projet pour sortir vers le Soudan. Donc, c'est le projet qu'il a annoncé tout à l'heure. C'est vrai, il est important de faire des grands projets. Les rêves nous est vraiment permis, mais en parallèle, tout un système éducatif autour des TIC a déjà commencé. Il y a eu des conférences, il y a eu des cadres de réflexion au niveau local qui ont permis, à travers notamment la création de l'ISOC chapitre Tchad, à travers l'association ADIL, à travers d'autres experts indépendants, nous avons créé un cadre de réflexion pour développer en parallèle ce qui est essentiel. Notamment, plusieurs recommandations ont été faites pour notamment la défiscalisation du matériel informatique, l'accès à l'Internet et jusqu'à ce que le gouvernement est en train de réfléchir sur le contrôle même des tarifs au niveau des fournisseurs d'accès. Donc aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes en train de travailler en ordre dispersé, mais la vision va nous réunir peut-être un peu plus tard. Donc merci, je tiens à compléter ces aspects-là. Merci. Bonjour. Il y a deux questions sur le Java Room. Une première question de Nina. Comment arrive-t-on au Tchad? Quelles compagnies aériennes y vont? Et la deuxième question est, est-ce que dans votre programme, il y a la volonté d'aider les cybercafés à se créer? La première, c'était quoi? J'ai pas bien saisi. La première question. Quelles compagnies aériennes ils viennent au Tchad? Ah, d'accord, je vois. Ouais, c'est vrai, le Tchad est dans une position un peu enclavée. Nina du World Web Foundation, c'est Nina McQueen, je crois. Elle est... Je ne sais pas. Peu importe là où elle est localisée, donc... Je ne voulais pas me montrer aujourd'hui, mais voilà que c'est arrivé. Avant, il y avait Toumaï et Tchad. Je me souviens, on est en Afrique. Mais maintenant, je ne sais pas par où passer pour arriver à N'Djamena. C'est là la question. Comment est-ce qu'on y arrive? Le Kati est là, tout ça est là, mais je pars d'Abidjan, j'y arrive. Je passe par où? Comme on dit à Abidjan. D'accord. Bon, Excusez, j'ai une réponse pour elle. Si vous pouvez regarder sur mon badge. Tu es venu comment? Voilà, merci beaucoup. Je suis venu par Éthiopienne. Il y a des gens qui sont arrivés par Askai. Et il y a Camerco, il y a plein de compagnies qui viennent au Tchad. Même en France. Donc pour ça, vous n'avez pas de souci. Ah, mais avec... Bon, c'est intéressant notre question parce que moi, en venant, je suis venu par Éthiopienne. Je suis allé à Addis. Parce que c'est une politique commerciale. Donc là, on ne peut déjà plus. Peu importe cela, voilà, donc il y a quelques compagnies qui desservent le Tchad, à savoir Askai, Ethiopian, Air France, et également, je ne l'ai pas mentionné, donc bientôt, voilà, il y a la voile terrestre, et bientôt, il y aura également les Turkish Airlines, la RAM, qui sera là également au Tchad, et il y a également Libyan qui a repris ses connexions. Et Toumaï aussi sera relancé bientôt, donc voilà.
Je voudrais apporter une contribution au nom de l'OIF. Mon nom c'est Emmanuel Adjovi, je travaille à l'OIF. Et l'OIF accompagne le Tchad dans ce processus pour le renforcement de ce pays et aider ce pays à faire des bonds en avant. Et l'OIF a envoyé une mission d'audit stratégique du secteur des TIC. Et le rapport entendu, c'est une mission qui a été conduite par Anne Rachel, que tout le monde connaît, qu'on ne présente plus, avec les Pierre Dandinou et David Bekele et Driss Badiel de l'UIT. C'est une mission conjointe entre l'OIF, l'UIT et AISOC et ICANN. Et au-delà de tout cela, ce que je voudrais apporter comme élément, parce qu'il y a une préoccupation de M. Morel, c'est comment faciliter véritablement une culture de l'Internet et faciliter aussi l'accessibilité aux populations. C'est une préoccupation qui nous habite et pour cela, il est important de mobiliser également ceux qui font les lois. Et en quittant Abidjan, je dois rejoindre N'Djamena pour organiser au profit des députés tchadiens des journées de sensibilisation sur les enjeux de la société de l'information, pour que les députés saisissent ces enjeux et pouvoir légiférer, parce qu'il y a un certain nombre de projets de loi qui se trouvent dans les pipelines, pour utiliser une expression francophone, depuis longtemps, et que les députés ont du mal à voter. Donc nous allons les aider à mieux saisir ces enjeux-là pour accélérer l'encadrement juridique du secteur, pour que les députés mettent un certain nombre de tests à disposition et permettent, entre autres, qu'au niveau de la fiscalité, des efforts soient rapidement faits et que cela puisse permettre aussi d'avoir un impact sur le consommateur, le dernier consommateur usager de l'Internet. Donc le Tchad est en marche. On demande à toute la communauté d'accompagner le Tchad dans cette marche-là. Peut-être que cela ferait des émules au niveau des communautés africaines. Et la question également de la cybercriminalité est une préoccupation très forte. Je ne vends pas l'une des recommandations de l'étude en cours, mais je pense que le Tchad doit se mettre à travailler à la mise en place d'un CERT et d'une agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et tout cela est en cours. Donc, il n'a donné qu'un élément, si j'ose dire, sommaire d'un certain nombre d'actions en cours au niveau du Tchad. Soutenez le Tchad pour que le Tchad avance. Je vous remercie. Okay, so merci Zaki pour ces très intéressantes présentations. I'm trying. Yes, another question. Okay, so Une autre question. Ça sera la dernière question, s'il vous plaît. Dernier commentaire. Je me présente. May I introduce? Christophe, étudiant en IDEA, c'est-à-dire informatique développement d'application. C'est vrai, son projet est bien, c'est juste, mais je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des institutions qui apprennent l'informatique au Tchad? Parce qu'on parle de développement de l'informatique, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'institutions qui apprennent l'informatique au Tchad? Bon, je vais essayer de compléter un peu Emmanuel par rapport à la problématique de la cybercriminalité. Il y a une loi qui a été déjà validée en atelier, qui sera travaillée par l'Assemblée nationale. Donc je pense que le déplacement d'Emmanuel va aussi appuyer sur la validation de cette loi. Donc je pense que au niveau réglementaire, tout est en marche depuis 1998. Maintenant, il y a une mise à jour qui est en train de se faire pour pouvoir prendre en compte les problématiques de maintenant. Donc c'est juste ce que je tenais à compléter, M. Emmanuel. Merci. Ok, je reviens parce que nous avions sauté la question sur les cybercafés. S'il y a une politique d'accompagnement
des cyber. Pour l'instant, déjà en favorisant l'accès à Internet à la population, déjà les cyber pourront émerger dans tous les sens. Et deuxièmement, voilà, dans le cadre de réforme des ateliers, tout ce qui se passe au Tchad, les acteurs sont invités, les associations, les teneurs de cyber, ainsi de suite. Donc, à travers ces politiques, voilà, les cyber pourront se retrouver et émerger au sein de la capitale. Merci. La communication sur la formation informatique pour ceux qui en font peut-être. Quel? Il peut me reprendre la question? Il demande s'il y a des formations pour les jeunes pour apprendre l'informatique au Tchad. Oui, tout à fait. Donc, déjà, voilà, il y a quelques associations, dont ISOC, ADIL, tout ça qui ont des programmes de formation et également d'accompagnement. C'est tous des volontaires. Il y a également des étudiants parmi eux, tout ça qui font des formations régulières dans des salles, soit à l'AUF, donc l'agence universitaire de la francophonie qui offre ses locaux, sa connexion, soit le Centre national d'appui à la recherche ou d'autres partenaires qui, voilà, qui ont la même vision. Voilà, merci. So yeah, thank you once again and please join me in. Alors, merci une fois de plus. Applaudissons pour ce qu'ils font au Tchad. Et à présent, la journée prend officiellement fin et cependant ceux qui veulent faire partie des backups, les meilleures pratiques opérationnelles actuelles, restez dans la salle. Nous allons démarrer dans 5 minutes. Ceux qui sont intéressés, restez dans la salle. La journée prend fin maintenant pour les autres. Au Tchad, monsieur Ben Nassel Souiri, qui a été directeur, voilà, donc c'est lui qui va faire la présentation sur la cybersécurité aux députés là. Pour partager encore l'expérience. Voilà. Voilà. Oui, parce qu'il était dans notre réseau et c'est un expert de